Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Tout d'abord, je vous prie d'excuser le président Richard Ferrand qui ne peut être présent parmi nous ce matin. Nous allons examiner le rapport de nos deux collègues qui porte sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif français. C'est un rapport, un nouveau rapport de notre comité, un rapport important qui montre qu'au-delà des travaux d'évaluation des politiques publiques que nous menons, nous avons à cœur de travailler le sujet propre de l'évaluation elle-même, l'évaluation au cœur de nos politiques et dans notre pays. Ce rapport arrive à point nommé puisque le ministère de l'Éducation nationale vient de relancer cet important sujet, notamment avec la mise en place de tests de compétences, vous en avez entendu parler, en CP, en CE1, en 6e, et les tests de positionnement en seconde, que vous avez aussi traité, chers collègues, et aussi par l'annonce de la création d'une instance chargée de l'évaluation des établissements scolaires. Je vous rappelle aussi le rapport qui a été produit cet été, je crois, par les inspections générales de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'évaluation des établissements par les académies. Je vous rappelle que pour ce rapport, le comité d'évaluation et de contrôle avait demandé l'assistance préalable de la Cour des comptes et que, de ce fait, son président Didier Migaud nous avait présenté l'étude réalisée par la juridiction financière le 20 février dernier, suite à quoi nos deux collègues, rapporteurs Régis Juanico et Marie Tamarel Verhaeghe, ont débuté leur travail. Ils ont été assistés pour cela par un groupe de travail qui était composé des députés Benjamin Dirks, Monique Iborra, Jérôme Nury, Valérie Petit et moi-même. Et je leur passe donc tout de suite la parole pour qu'ils nous présentent leur rapport. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Le comité d'évaluation et de contrôle a inscrit à son programme de travail une évaluation de l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif, pour laquelle, vous le savez, il a demandé l'assistance de la Cour des comptes. Ce qui fait que nous travaillons sur ce sujet depuis maintenant quasiment une douzaine de mois, avec Marie Tamarel Verhaeghe aussi, depuis quelques mois. Nous avons considéré que ce sujet revêtait une importance clé. Le domaine de l'évaluation doit être synonyme de plus-value et de progrès pour l'école, en lui permettant de faire évoluer de manière réfléchie sa mission éducatrice. En outre, nous avons considéré aussi que les ressources budgétaires consacrées à l'éducation nationale, leur croissance rapide, rendent indispensable une appréciation fine et contextualisée de la valeur de notre système scolaire, cette information devant être accessible non seulement aux familles, mais aussi à tous les citoyens. On ne peut à cet égard qu'être interpellé par le décalage entre le budget de l'enseignement scolaire, 70 milliards d'euros en 2018, et celui consacré à son évaluation, à peine 3 millions d'euros. À la suite des constats sévères de la Cour des comptes, venue présenter ses travaux au comité d'évaluation et de contrôle en février 2018, nous avons entendu une soixantaine d'acteurs de terrain, des chercheurs, des syndicalistes, des responsables de l'administration centrale et des corps d'inspection. Nous nous sommes également rendus dans l'Eure, chez Marie, à la rencontre d'équipes pédagogiques et de parents d'élèves. Nous formulons aujourd'hui 12 propositions articulées autour de 3 axes. Premier axe, les outils nationaux d'évaluation du système scolaire et de ses agents doivent être renforcés. Deuxième axe, les outils locaux doivent aider les élèves et les établissements à progresser. Et troisième axe, la simplification et la mise en cohérence des instances ministérielles chargées de l'évaluation doivent être engagées. Aujourd'hui, l'appréciation de la valeur du système scolaire ne peut être vraiment réalisée en raison de la dispersion et du manque de cohérence des outils de mesure des apprentissages des élèves. Ainsi, les évaluations repères mises en œuvre à la rentrée 2018 pour mesurer les compétences en français et en mathématiques des élèves de CP, de CE1 et de 6e sont très utiles, mais en décalage avec l'organisation des cycles pédagogiques. Le cycle 3 débute par la classe de CM1 et le cycle 4 par celle de la 5e. La logique des cycles, qui vise à donner aux élèves le temps d'atteindre en 3 ans les objectifs fixés à la fin de chaque cycle, n'est pour l'heure pas prise en compte par les tests standardisés du ministère. En outre, les acquis des élèves sont évalués de manière morcelée,
En effet, alors que l'éducation nationale évalue beaucoup et depuis longtemps, ses résultats, elle, n'a pas réorganisé ses évaluations autour du socle commun de connaissances et de compétences qui est l'objectif premier de la scolarité obligatoire depuis la loi du 23 avril 2005 sur l'avenir de l'école. Aussi, chaque année, une quinzaine d'évaluations sont conduites, mais seul un petit nombre d'entre elles se réfèrent à la mesure des connaissances et des compétences du socle commun. La plupart poursuivent un tout autre objet, comme la maîtrise des programmes scolaires, par exemple le dispositif CEDRE, les performances en lecture, les tests des journées défense et citoyenneté, ou encore l'acquisition des compétences clés définies par des entités internationales, que ce soit l'OCDE ou l'IAE. Je ne sais pas s'il faut que je salue la présidente, je le fais quand même. Et puis vous tous qui êtes présents, je m'associe bien sûr aux salutations de Régis. Voilà, on va poursuivre en fait sur... vous allez voir dans notre rapport, on a essayé, la démarche était de dire on veut embrasser l'évaluation de façon globale. C'est-à-dire pas par tranche, pas voilà, point par point, mais bien essayer d'embrasser au fond tout ce qui intervient dans la vie des jeunes, mais aussi de la communauté éducative qui est à l'intérieur, et essayer de donner le plus d'outils utiles, justement, pour progresser dans l'accompagnement et la réussite des jeunes. Et la réussite des jeunes, on le verra, ça conditionne aussi la réussite des adultes qui les accompagnent, de la communauté aussi dans laquelle ils évoluent. Voilà. Et au-delà de là même. Donc, en fait, là, Régis parlait des premiers tests standardisés et des différents types de tests. Et là, on va s'attacher à ce qu'il se passe ou ce qui peut se passer au niveau des classes. Et la première observation, dès le départ d'ailleurs, qui nous frappe, c'est que l'évaluation chez nous, elle est vraiment vecteur de stress. Quand on parle même du mot évaluation, elle est souvent de connotation très négative. Parce qu'au fond, son approche est souvent une approche en creux, c'est-à-dire qu'elle pointe au fond ce qui ne va pas ou ce qui manque, mais pas suffisamment à notre sens. En tout cas, quand bien même on le dit souvent, au fond, je pense que nous pensons que cette approche positive de l'évaluation, qui doit aussi s'appuyer majoritairement peut-être sur les compétences qu'ont nos jeunes, au fond, n'est pas suffisamment construite en ce sens. Voilà. Et d'autre part, bien souvent, les outils que nous utilisons ne sont pas suffisamment fiables, puisqu'ils sont liés, pour une part, à des outils construits individuellement, pas suffisamment partagés entre les différents protagonistes ou pédagogues, et au fond, peu de barèmes communs, peu de choses harmonisées, même au sein même d'un établissement, mais aussi entre les différents niveaux de classe de plusieurs établissements. Et puis aussi, le deuxième point qui nous semblait interpellant, c'est le peu de recours, voire pas du tout de recours à l'auto-évaluation. Ça veut dire qu'au fond, le risque, c'est qu'on soit toujours soumis, au fond, à le regard d'un autre, et qui aussi est un regard de jugement. L'auto-évaluation, c'est aussi appréhender le fait, même pour les enfants, que c'est un véritable outil qu'on va utiliser dans notre progression, dans notre cheminement. Voilà. Il y a même aussi parfois la possibilité d'évaluation entre pairs, mais là encore, ça veut dire que la culture de l'évaluation doit bouger. C'est vraiment une façon d'appréhender de façon positive, en s'appuyant sur les acquis et en essayant, à partir d'eux, d'améliorer ce qui n'est encore pas acquis, qu'ils doivent être utilisés. Voilà. Donc, et puis d'autre part, dans ce type peut-être d'évaluation qui évalue souvent effectivement ce qui n'est pas encore là, ce qui manque, ce qu'il faut améliorer, n'est pas toujours au fond porteuse suffisamment d'une véritable coopération entre le jeune et l'adulte qui l'accompagne.
Hein, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde dans mon histoire, je peux vous dire que les évaluations, ça n'a jamais été une période de bonheur. Hein. Voilà. À côté de cette évaluation outil, à la fois pour les enseignants ou, je dirais, les adultes qui accompagnent les jeunes, il y a la politique d'évaluation des personnels. Qu'est-ce qu'on propose, en fait, à nos enseignants ou aux encadrants comme évaluation, mais là encore, dans une démarche dynamique et positive. Alors, la proposition des PPCH a été plutôt bien accueillie, parce qu'elle était plus cadrée, d'abord, elle était prévisible d'abord. Les enseignants savent quand sont les rendez-vous, le rythme des rendez-vous, et la façon d'aborder aussi l'évaluation est plus élargie. Ce n'est pas seulement l'inspection à un moment donné dans une classe, mais c'est aussi un entretien, c'est aussi la participation du chef d'établissement dans la dynamique qu'un enseignant peut avoir dans une équipe et dans un établissement. Mais néanmoins, il nous semble que c'est un peu juste. Des rendez-vous tous les 7 ans, 3 fois, ça veut dire qu'après 21 ans de carrière, on n'a plus de rendez-vous. Voilà. Donc, voilà, notre proposition est de dire qu'il faut, à notre sens, étoffer davantage l'accompagnement des enseignants. Et donc, voilà, et puis construire ou co-construire aussi, ça c'est une donnée qui reviendra souvent dans notre travail, c'est que l'évaluation, c'est une co-construction. C'est-à-dire, ce n'est pas un outil qui tombe comme ça pour voir à un moment donné ce qui se passe, mais dans les différents outils, et peut-être aussi dans cet outil qui peut être un peu restreint, qui était cette grille des 11 compétences, je pense qu'il faut que les différents acteurs participent au fond à ce qui leur semble, eux, important de pointer dans l'évaluation de leur pratique. Voilà. Donc, ce nouveau point est comment mieux accompagner jusqu'au bout, quand bien même, effectivement, il y a une volonté d'être plus présent, mais après, avec encore une approche, à notre sens, un peu trop normative, sur un avancement qui est plus sur l'ancienneté et peut-être une insuffisance en matière de reconnaissance des enseignants très investis et de leur engagement aussi en ce sens. Et puis, il y a un deuxième point par rapport effectivement aux différents personnels qui contribuent à animer notre système éducatif, c'est les compétences que l'on confie aux chefs d'établissement, aux directeurs d'établissement. Précisément, qu'est-ce qu'on attend d'eux, quelle doit être leur action et comment on va l'évaluer aussi. C'est à définir peut-être plus finement, comme cela se fait dans les Pays-Bas ou dans la Grande-Bretagne ou en Nouvelle-Zélande, où vraiment on a plus cette culture du responsable de l'établissement qui a une mission sûrement plus élargie que la nôtre, et aussi un rôle important dans l'accompagnement des enseignants qui animent leur établissement et dans leur évaluation. Voilà, et ça, effectivement, ça veut dire qu'il va falloir élaborer un outil et le co-construire. Point suivant, là on était sur les classes, les établissements. Qu'est-ce qui se passe chez nous au niveau des établissements ? La France, elle est un des rares pays, avons-nous observé, qui, en matière d'évaluation d'établissements, est très pauvre. Il y a vraiment en Europe cette prise de conscience assez généralisée qu'il y a vraiment nécessité d'évaluer les établissements. Pourquoi ? Parce que ces unités, les unes à côté des autres, qui au fond conditionnent l'amélioration globale de notre système éducatif. Là-dessus, effectivement, on a encore des points à gagner, puisque seuls quelques établissements en France sont vraiment habités par cette démarche, et que là-dessus, nos confrères européens nous montrent un chemin. Il y a une réglementation, c'est vrai, qui prévoit l'évaluation, mais en fait, elle est que très peu mise en œuvre. Donc là encore, un point de progrès. Que faisons-nous au niveau de nos établissements ? Comment rendre aussi cette évaluation, j'allais dire, acceptée ou même attendue
par la communauté de nos établissements, sachant que actuellement il y a un sentiment d'être très évalué, parce qu'on doit rendre compte au conseil d'administration, on doit rendre compte aussi au dialogue de gestion avec le rectorat, il y a les contrats d'objectifs, donc il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'il y a une évaluation et qui rend ça un peu pesant et voilà, pas très appétissant, mais néanmoins une vraie politique comment dire, à la fois co-construite et j'allais dire attendue et menée par les établissements, reste à notre sens encore vraiment à promouvoir et ne pas adhérer à cette démarche d'évaluation d'établissements qui souvent soulève des peurs en disant mais ça risque de classer les établissements. Le pire c'est quand c'est pas transparent, que c'est pas fait, c'est que le classement il se fait de façon occulte sur le trottoir par les rumeurs et au fond ne rend pas à l'établissement comment dire le travail qu'il mène, en tout cas ne reconnaît pas toujours les compétences qu'il met en œuvre. Voilà, c'est pourquoi il nous semble que là il y a un point clé aussi. Nous en venons à nos propositions. Il nous semble d'abord que la mesure nationale des connaissances et des compétences des élèves doit être régulière et centrée sur le socle commun. En outre, cette mesure doit répondre à une finalité pédagogique. Tel est l'objectif des évaluations repères mises en place au primaire et au collège et qui visent à permettre aux enseignants de CP, de CE1 et de 6e d'établir le profil des élèves accueillis et d'adapter ainsi, par rapport aux besoins constatés, leur pratique pédagogique. Nous estimons toutefois que la vocation pédagogique des évaluations nationales serait mieux assurée si les enseignants étaient associés en amont et en aval des évaluations, si les évaluations tenaient compte des cycles du primaire et du collège, et enfin si les enseignants pouvaient s'appuyer sur un réseau de personnes ressources susceptibles de les aider à concevoir l'accompagnement le plus adapté pour les élèves dont les acquis se révèlent fragiles. C'est notre proposition de service post-évaluation. Par ailleurs, les résultats des évaluations nationales doivent être contextualisés et ne pas être instrumentalisés à des fins autres que pédagogiques. Pour être utile, une évaluation doit être diagnostique, en identifiant les forces et les faiblesses des acquis scolaires. Elle doit être formative, en incitant l'enseignant à adapter ses pratiques pour améliorer les conditions d'apprentissage. Et enfin, elle doit être contextualisée pour pouvoir situer les résultats des élèves. Les résultats des évaluations ne doivent pas conduire à émettre un jugement sur la qualité des enseignants et des établissements. Des travaux universitaires ont souligné les effets pervers de telles évaluations. Les évaluations ne doivent pas servir au pilotage de l'allocation des moyens, cette mesure risquant de transformer la procédure d'évaluation en outil de mise en concurrence des établissements. À la suite de nos constats portant sur les évaluations nationales standardisées, nous formulons les propositions suivantes. Évaluer par des tests numériques les acquis des élèves en français et en mathématiques au début de chaque cycle d'enseignement à l'école primaire et au collège, soit CP, CM1, 5e. Nous proposons aussi de mettre en perspective les résultats en adressant des questionnaires sur le contexte socio-culturel et le climat scolaire aux élèves, à leurs parents et aux établissements. Nous proposons de mettre en place un réseau de personnes ressources pour accompagner les enseignants voulant adapter leurs pratiques pédagogiques et assurer, comme je viens de le dire, un service d'aide post-évaluation. S'agissant de l'évaluation de la performance du système scolaire, les études sur échantillons du ministère nous paraissent pertinentes pour mesurer de manière fine et régulière cette efficacité. Parmi ces opérations, il convient de mettre en avant 3 d'entre elles. Les évaluations CEDRE sur les compétences des écoliers et des collégiens qui permettent tous les 5 ans de répartir les élèves dans 6 groupes de compétences. Ensuite, les panels d'élèves qui permettent de suivre les destins scolaires selon le milieu social ou le niveau des élèves. Enfin, les évaluations de dispositifs pédagogiques particuliers. Je pense à l'étude de l'impact du dédoublement des classes de CP en REP+, qui a débuté à la rentrée 2017 et qui reposera sur le suivi d'environ 15 000 élèves. Qu'il s'agisse d'évaluations globales de l'efficacité des écoles et des collèges ou de l'étude de réforme précise
La méthodologie employée apparaît pertinente et suffisante pour éclairer les praticiens de l'éducation, mais aussi les citoyens, le gouvernement comme le Parlement. Il faut savoir que depuis maintenant 10 ans, nous avons des indicateurs de performance qui sont annexés en vertu de la LOLF dans nos rapports budgétaires sur l'enseignement scolaire, qui sont de très peu d'utilité, qui ont beaucoup bougé depuis 10 ans et qui mériteraient d'être enfin stabilisés pour que nous disposions d'indicateurs pertinents. Merci, Gis. Donc, en réponse à ce que, effectivement, nous pointions tout à l'heure, comment évaluer en classe? Qu'est-ce qu'on peut évaluer en classe? Qu'est-ce qu'il est nécessaire aussi d'évaluer en classe? La première chose, pour être sûr qu'on soit bien dans la même démarche, je reprends, c'est de dire on arrête l'évaluation en creux, on arrête l'évaluation qui sélectionne et surtout on sort du classement. Cette approche en fait de l'évaluation nous semble peu productive, peu efficace et rend compte, on le verra tout à l'heure, d'ailleurs, d'une ambiance ou d'une atmosphère peu rassurante pour les enfants et une mise en compétition aussi des uns avec les autres, alors que ce qui est attendu, c'est plutôt une émulation qu'une compétition. Et ensuite, ce qui nous paraît vraiment important et fondamental dans l'approche évaluative, c'est pas tant d'évaluer les apprentissages que d'évaluer pour les apprentissages. Et donc là, on est vraiment dans une approche d'outillage, en fait. L'évaluation, ce n'est pas une finalité. C'est un outil, un élément qui doit nous permettre de construire un meilleur accompagnement pour une meilleure réussite des jeunes. Voilà. Donc, dans cette évaluation, si on sort du système de sélection et qu'on rentre dans un processus d'apprentissage, il y a plein de cofacteurs, d'autres facteurs qui sont indispensables à la réussite de nos jeunes. Bien évidemment, et on le voit dans les tests standardisés, ils ne sont pas remis en question, mais ça c'est une base d'évaluation des acquis pour savoir voilà, où en sont les jeunes dans les acquis. Mais là encore, ça ne suffit pas à l'accompagnement et à la mise en mouvement des apprentissages des enfants et des jeunes. Voilà, donc plusieurs outils nous paraissent importants, c'est-à-dire aussi des évaluations, comme je vous le disais tout à l'heure, qui mettent en évidence les progrès, plutôt que on a atteint un résultat, mais bien la dynamique du progrès. Aussi, tant que faire se peut, peut-être une autre approche de l'erreur. L'erreur en tant que, je dirais, expérimentation, c'est-à-dire, bon, là, j'ai fait une erreur, ça va me servir pour ne pas la répéter. Hein, et pas c'est mauvais, ou pire encore, moi ce que j'essaye maintenant de ne jamais plus dire, c'est les fautes d'orthographe. La faute, et derrière ce mot-là, on sent bien au fond quelle est la culture qu'on a dans l'évaluation. Hein, y a quand même un peu de culpabilité quand je ne fais pas bien, quoi. Donc c'est des erreurs d'orthographe, mais aucunement des fautes. Voilà, c'est juste pour illustrer, mais vraiment pour qu'on partage ensemble le fait qu'on a cette culture, au fond, qui est là depuis très longtemps et qui est difficile, en fait, à faire bouger. Notre point qui nous paraît très important, enfin, à évaluer auprès de nos jeunes, parce qu'avoir des acquis et des acquis de connaissances, c'est très important, mais ça ne suffit pas dans notre vie future d'adulte. On voit bien que ça, c'est pas ça qui suffit. Si on va, par exemple, en entreprise, très bien de bien savoir compter, très bien de bien savoir écrire, très bien d'avoir une culture générale très importante, mais ce qui va conditionner aussi la bonne intégration et aussi la dynamique qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est notre capacité à travailler avec d'autres, c'est notre capacité à avoir un esprit critique, à savoir analyser, c'est notre capacité aussi à avoir suffisamment d'assises et de confiance en soi pour oser prendre des risques. Voilà, et on pense que notre système éducatif, il doit aussi concourir, voilà, à mettre en développement tout ça.
Voilà, donc valoriser toutes ces compétences. Moi, dans mon jargon d'ancien médecin scolaire, c'est ce qu'on appelait les compétences psychosociales. Bon, c'est tout un pan, c'est un peu un gros mot, mais en tout cas, c'est ce qui recouvre, c'est plus large encore ce que je viens de vous dire là, mais ces autres compétences qui sont, à notre sens, tout à fait fondamentales. Comme je l'avais un tout petit peu souligné ou abordé tout à l'heure, dans la pratique évaluative, il nous semble aussi important au sein des classes de promouvoir l'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est le jeune qui appréhende, qui comprend mieux où il se situe, où il en est dans ses apprentissages, et qui est, là encore, le premier promoteur, le premier acteur de l'envie d'améliorer ça. Ça peut être aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, une co-évaluation, c'est-à-dire qu'on participe à plusieurs sur l'évaluation qu'on a des uns des autres, mais pas avec un regard critique ou de jugement, mais bien dans une dynamique d'émulation. C'est-à-dire, si moi j'ai compris, au fond, ce qui me mettrait le plus en valeur, ou ce qui me rendrait le plus, c'est un peu fort les mots que je vais vous dire, mais peut-être le plus épanoui ou le plus heureux dans ce groupe classe, c'est de pouvoir partager ce que je sais et d'en faire profiter l'autre. Voilà. Et ça, c'est une dynamique, à notre sens, qui est vraiment puissante et à laquelle on voudrait, encourager, en tout cas peut-être mieux outiller aussi. Parce que c'est pas si évident que ça, on le dit comme ça, mais après concrètement, voilà comment ça se fait. En tout cas, pouvoir effectivement développer ça dans notre approche de l'évaluation. Ce qui permet, là encore, de déclencher l'aide appropriée aux besoins du jeune. Et puis il y a un autre outil qui nous paraît intéressant, qui existe déjà, mais qui n'est peut-être pas très, très utilisé, c'est le portfolio. En fait, où à travers, j'allais dire, là aussi cet outil ou ce livret, on va mettre ensemble et donc objectiver et rendre visible aux jeunes, au fond, toutes les réalisations scolaires, tous ces travaux qu'il a pu faire à l'école, tout ce qui met en évidence aussi ses progrès, ses expérimentations, et puis bien évidemment, à partir de là, toutes les compétences qu'il aura acquises. Et en parallèle de ce portfolio, il y a aussi l'application Folios, qui est aussi un outil numérique, et là aussi qui met en évidence et qui permet aux jeunes aussi d'appréhender, et d'appréhender aussi à ses encadrants, tout ce qu'il a comme expérience ou engagement aussi extrascolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vie dans l'école, il y a aussi ce que je fais à l'extérieur. Est-ce que je participe, je sais pas, à un club sportif? Est-ce que je fais partie d'activités culturelles? Est-ce que dans ma vie peut-être personnelle d'enfant, je sais pas, ça peut avoir un engagement de visite auprès de tel ou tel. Voilà. Et donc ça, c'est important de le rendre davantage visible parce que ça sera un appui aussi très important dans le progrès de nos jeunes. Et il y a encore un autre exemple qu'on avait cité, qui était le livret citoyen, qui devait être mis aux élèves, et qui récapitule toutes ces formes d'engagement. Là aussi, c'est un outil, à notre avis, très prometteur et très promoteur aussi de progrès. Il faut, c'est ce que tu dis, Régis. C'est un souhait que ça ne reste pas un vœu pieux, mais que ça devienne vraiment quelque chose, qui vienne en appui des jeunes. Après, à côté de ça, effectivement, si on évoque toute cette façon plus générale d'aborder l'évaluation des jeunes, c'est aussi comment on vient en appui aux enseignants. Comment on leur permet à eux d'être vraiment formés à l'évaluation. Et dans nos propositions, il y a celle de dire, dans la formation initiale, il nous semble vraiment intéressant ou même important que les enseignants soient formés à l'évaluation, qu'elles deviennent vraiment au cœur aussi de leur formation. Quels sont les différents types d'évaluation? Ce n'est pas toutes pareilles. Quels sont les objectifs que telle ou telle évaluation va me permettre de mettre en évidence et d'y adapter la réponse adéquate. Voilà. Donc, ça, peut-être en suivant un enseignement dédié à l'université, on a des experts, on a aussi des chercheurs en la matière, ou en faisant peut-être des stages sur des établissements qui sont déjà en pointe par rapport
à ce domaine-là. Ça nous semblerait intéressant de donner davantage de ressources aux enseignants. Le bien-être à l'école. Le bien-être à l'école, c'est, comme je l'avais déjà un peu abordé, c'est un facteur de réussite scolaire. C'est une composante importante, mais c'est aussi mesurable. C'est pas seulement dire il faut être bien à l'école. C'est que là aussi, il y a à l'appréhender, et il y a à la mesurer, et il y a en ce sens pas mal de travaux universitaires qui attestent que c'est faisable. Et dans les nombreux travaux de recherche, vous avez un des graphiques là qu'on vous met en avant, qui est assez intéressant, qui pointe au fond le ressenti des jeunes et comment ils aiment l'école au fur et à mesure de leur cursus. Et là, on voit bien qu'au fur et à mesure des années, ça a plutôt tendance à se casser la figure. Que donc l'adhésion et le fait de se sentir bien à l'école nécessite, nous le pensons, beaucoup plus d'attention et peut-être beaucoup plus de mise en place de toute une politique qui peut d'ailleurs appartenir au projet d'établissement pour répondre à ce besoin des jeunes. On voit d'ailleurs que dans le climat scolaire, il y a plein de composantes. On voit le schéma de droite. Et que ces composantes n'appartiennent pas à une seule catégorie de personnes, mais bien à l'ensemble des membres de la communauté éducative, que ce soit notamment au travers du conseil d'école, mais ça peut être aussi au travers du CESC, le comité d'évaluation à la citoyenneté, mais ça peut être aussi dans les conseils de vie collégienne ou lycéenne. Donc là encore, savoir prendre en compte l'ensemble des acteurs de la communauté pour bien évaluer et concourir à améliorer ce climat scolaire. L'évaluation des personnels. Comment on peut accompagner des enseignants, comment on peut leur rendre aussi compte du travail qu'ils ont mené, comment leur être aussi reconnaissant. C'est ça aussi l'évaluation. C'est pas seulement effectivement là encore mesurer ce qui va pas ou ce qui devrait aller mieux, mais c'est aussi pouvoir rendre compte de ce qui va bien. Et là, il nous semblait important de pouvoir aussi valoriser davantage, mettre davantage en avant les enseignants les plus investis, à savoir peut-être faciliter l'accès à des grades hors classe ou à la classe exceptionnelle, mais pas que. C'est aussi reconnaître une forme d'expertise. On voit bien, il y a des enseignants qui ont su développer des compétences pédagogiques ou d'animation de classe, et qu'au fond, si ces compétences deviennent quelque part des expertises, elles peuvent être mises à disposition de la communauté éducative et peut-être avoir une décharge d'heures d'enseignement pour pouvoir mettre à profit aux autres membres de la communauté éducative ces expertises et donc permettre aussi à l'enseignant à un moment donné d'évoluer dans sa profession, de ne pas toujours être dans le même, dans le même fonctionnement. L'évaluation, c'est aussi revoir les missions confiées aux chefs d'établissement, mais en particulier, on s'est posé la question sur les missions des directeurs d'école. En quoi ces missions, qui sont effectivement le statut du directeur d'école n'est pas le même que celui d'un principal ou d'un proviseur, et pourtant, au-delà des tâches administratives, il est quelque part un référent dans l'établissement. Il est souvent d'ailleurs quelqu'un avec des compétences ou une expertise. Donc, est-ce qu'effectivement, il ne peut pas avoir des missions plus larges, notamment dans l'évaluation, qui pourraient être lui confiées, et si effectivement on confie des missions plus larges, ça veut dire qu'il faut les évaluer. Donc ça veut dire que, là encore, mettre en place une évaluation des compétences professionnelles des directeurs d'école, mais aussi des chefs d'établissement, que ce soit collège ou lycée, qui sont conditionnés par des outils ou des référentiels, qui sont là encore et co-construits
C'est-à-dire que ces référentiels, c'est aussi avec les professionnels qui seront, pour lesquels ils seront utilisés, qui doivent être construits. C'est-à-dire que chacun, au fond, ça c'est vraiment une préoccupation constante, je ne sais pas si on l'exprime suffisamment bien, mais de dire que l'évaluation, ça se fait toujours à plusieurs. C'est toujours co-construit. Si ça ne l'est pas, ça va être difficilement, accepté ou même utilisé par les protagonistes. Mettre en place une évaluation des établissements, dernier point. Qu'est-ce que ça peut être, l'évaluation des établissements? Quelle finalité des évaluations des établissements? Sûrement pas un classement. Et c'est souvent d'ailleurs la peur qui est remontée. C'est sûrement pas un classement, mais si on pense plus d'autonomie pour les établissements, ça veut dire que pour le piloter, là encore, il faut des outils. Un des outils qui nous paraît fondamental, c'est justement l'évaluation. Alors, comment construire cette évaluation qui, quelque part, à la fois s'adosse, mais à la fois conditionnera aussi le projet d'école ou le projet d'établissement? Eh bien, pour nous, elle doit d'abord partir d'une auto-évaluation. C'est-à-dire que l'équipe éducative d'un établissement va d'abord elle-même s'apesantir, j'allais dire, mais en tout cas se focaliser sur comment on peut évaluer ce qui se passe dans notre établissement, là encore avec des appuis, sûrement d'outils ou de référentiels, mais au fond, la première démarche appartient à l'équipe de l'établissement. Ensuite, l'auto-évaluation, c'est important, c'est peut-être la première pierre, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour avoir une évaluation qui paraît pertinente, on sait bien qu'il faut un regard extérieur. Notre propre regard, surtout si on veut évaluer notre propre projet, on va avoir plutôt envie que ça marche bien. Donc il y a le risque, au fond, que des choses nous échappent. Voilà. Et puis aussi avoir là encore un appui sur des compétences, une expertise. Ce pourquoi, en fait, on propose qu'à côté de cette auto-évaluation, mais à partir d'elle, à partir des objectifs définis ou des priorités qu'aura élaboré l'équipe de cet établissement, il y ait une évaluation externe menée là par différents membres tout à fait mixtes qui peuvent être des inspecteurs, des cadres académiques, des tiers de confiance, des enseignants, des directeurs d'établissements ou à la retraite ou en activité, des professionnels médico-sociaux, les parents d'élèves, les anciens élèves, des chercheurs spécialisés. Enfin voilà, que cette équipe au fond soit là encore suffisamment riche et à la fois avec un réel lien de confiance dans les personnes qui la constitueront, combien même, effectivement, ce ne sont pas des personnes de l'établissement. Dernier point, c'est que, effectivement, une fois que ces évaluations sont construites, il y a encore plein de choses à dire dessus, mais vous aurez des questions sûrement, il y a le fait de dire cette évaluation, après, doit être appropriée par les protagonistes de l'établissement. Voilà, elle doit être à la fois appropriée et aussi partagée. De ce fait, il nous semble important que l'évaluation externe soit débattue, soit partagée au terme d'un échange contradictoire avec les membres de l'établissement, c'est-à-dire ce que dit l'évaluation externe, comment nous, dans l'établissement, on le reçoit, comment, à partir de ça, on échange, en sachant que l'objectif est que ces évaluations internes et externes conduisent à enrichir ou à élaborer le projet d'établissement. Il nous semble que cette évaluation, donc, qui associe ces deux approches, soit aussi transmise aux autorités académiques ou à la communauté éducative de l'établissement, dans le cadre du conseil d'école, du conseil d'administration, parce que on considère que ça doit être un document public, parce qu'il met en avant, au fond, je dirais, je ne sais pas si c'est la politique, mais en tout cas la dynamique d'un établissement, comment et vers où il met ses priorités, comment il les atteint, et puis aussi qu'est-ce qu'il veut mettre en œuvre pour aller toujours de l'avant.
D'autres points, c'est que il nous paraît intéressant que les bonnes pratiques qui pourraient être repérées dans tel ou tel établissement, puissent être effectivement partagées et diffusées vers l'ensemble des autres structures, des autres établissements. Voilà. Au total, les outils d'évaluation du ministère devraient être regroupés, comme le montre notre schéma, dans 2 catégories. L'une centrée sur la mesure de la performance, l'autre sur le développement professionnel au sein des écoles et des établissements. Le premier pôle serait donc centré sur la mesure de la performance du système scolaire. Cette catégorie d'outils rassemblant toutes les évaluations sur échantillon, les évaluations de la DEPP, mais aussi les évaluations pilotées par les organisations ou les associations internationales. Le second pôle serait centré sur l'amélioration des pratiques pédagogiques et éducatives via le développement professionnel des personnels. Ce pôle regrouperait les évaluations nationales standardisées, les évaluations ordinaires en classe, les évaluations des établissements. Toutes ces évaluations devraient avoir pour finalité d'aider les adultes qui travaillent auprès des élèves à trouver les voies et moyens qui permettent d'améliorer les conditions d'apprentissage et le bien-être scolaire. Dans la perspective de la mise en œuvre de ces propositions, nous proposons des évolutions relatives à l'organisation de l'administration centrale de l'éducation nationale. La Direction générale de l'enseignement scolaire et l'Inspection générale de l'éducation nationale ne peuvent rester juges et parties. La DGESCO est en effet à la fois le principal prescripteur pédagogique du ministère. Elle élabore la politique éducative et pédagogique et assure la mise en œuvre des programmes d'enseignants. Mais elle est aussi l'évaluateur de plusieurs politiques nationales ou académiques. De même, l'Inspection générale de l'éducation nationale évalue les méthodes pédagogiques tout en participant au recrutement de certains personnels et en validant les sujets d'examen. En outre, la dualité des inspections générales est une particularité française que les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur souhaitent faire disparaître. Nous estimons en conséquence que la DGESCO ne devrait plus exercer de mission d'évaluation et que les 2 inspections générales, l'IGEN et l'IGA-ENR, devraient être fusionnées pour créer un nouveau service, le Conseil général de l'enseignement et de la recherche, CGER, ce qui impliquerait de modifier plusieurs dispositions du Code de l'éducation, notamment les articles L241.1 et L241.3. Cette dénomination permettrait de ne plus employer un terme, l'inspection, qui se réfère trop au contrôle administratif et soulignerait ainsi la mission d'accompagnement et d'évaluation des établissements scolaires, universitaires et de recherche de ce Conseil général de l'enseignement et de la recherche. La mission et les moyens du SNESCO doivent être confortés. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire apparaît aujourd'hui comme une institution inachevée. S'il a su innover en matière de méthodologie, il ne dispose pas de moyens juridiques et budgétaires pour piloter la fonction d'évaluation du système éducatif au sein du ministère. Or, nous défendons le principe d'une plus grande cohérence et d'une plus grande coordination pour qu'elle soit renforcée et que les acteurs ministériels puissent avoir un rôle parfaitement coordonné en matière d'évaluation. Nous proposons donc que le CNESCO, premièrement, établisse un programme pluriannuel d'évaluation qui s'impose à l'ensemble des acteurs chargés de cette mission, la direction de l'évaluation et des politiques publiques, les inspections générales, les services statistiques académiques, après l'avoir discuté en amont avec eux. Ce programme devrait être validé par le ministre de l'Éducation nationale et cette nouvelle compétence du SNESCO implique de modifier l'article L241.12 du Code de l'éducation. Nous proposons aussi la répartition différente entre les entités compétentes de l'éducation nationale, afin de pouvoir disposer en tout cas de moyens supplémentaires qui puissent être alloués à l'évaluation. Nous proposons que soit consulté lors de l'élaboration de nouveaux outils d'évaluation, le SNESCO, ou du lancement d'évaluation de dispositifs pédagogiques, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le dédoublement des classes de CP par exemple. Le SNESCO doit être aussi consulté avant la publication des résultats pour en certifier le respect des règles méthodologiques. Enfin, nous proposons que le SNESCO puisse mobiliser un réseau d'experts extérieurs au ministère pour réaliser des évaluations indépendantes et puisse avoir accès aux données de la
DEPP dont les compétences statistiques doivent être préservées. Le SNESCO doit aussi assurer, bien évidemment, la diffusion des évaluations réalisées par le ministère. Vous voyez des missions confortées qui nécessitent aussi que ces effectifs au SNESCO et ses moyens de fonctionnement soient par ailleurs augmentés et qu'ils puissent disposer d'un budget propre. Ce sont, en ce qui concerne ces propositions de conclusion sur la réorganisation d'un certain nombre de services de l'administration centrale, des thèmes que nous allons très prochainement discuter ensemble, mes chers collègues, puisque vous savez qu'un projet de loi est en préparation pour l'année 2019 et qu'il comprendra deux parties qui sont directement liées aux conclusions de notre rapport, puisqu'il s'agit de la fusion des inspections générales dans l'éducation nationale, mais aussi de la mise en place d'une instance d'évaluation. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers collègues. Permettez-moi un petit mot avant de donner la parole aux membres du comité. Tout d'abord, je tiens à souligner la qualité du travail que vous avez accompli. Dans ce rapport, vous développez la vision d'une évaluation qui est intégrée à l'action publique. C'est là une nouvelle façon de conduire l'action publique qui ne séquence plus la phase de mise en œuvre, la phase d'évaluation, comme ça, dans un aller-retour, mais une façon de conduire l'action publique de manière plus agile, ce qui permet un progrès continu. L'importance soulignée dans le rapport par votre idée de la post-évaluation et de ressources à y consacrer significatives de cet état d'esprit que je crois nous partageons. Je partage bien sûr l'alerte que vous faites sur le sens du brevet des collèges, peut-être que nous en reparlerons, et la nécessité de clarifier son articulation avec une évaluation de l'acquisition du socle commun. Enfin, je ne peux que soutenir l'importance que vous portez à la contextualisation des évaluations, de la maîtrise des compétences. Plus qu'une contextualisation, c'est un véritable redressement qu'il faut effectuer, car l'effet des variables indiquant le capital économique, le capital culturel, le capital social et scolaire de la famille et des enfants est véritablement déterminant. J'ai juste deux questions, je vais faire rapide pour bien sûr laisser la parole à mes collègues. Dans votre proposition numéro 2, vous préconisez d'instituer des rendez-vous intermédiaires pour les enseignants ayant un impact bien sûr sur leur avancement. En sus des 3 rendez-vous de carrière, vous proposez donc des rendez-vous dits intermédiaires. Est-ce que vous ne pensez pas que la possibilité d'un droit de tirage des enseignants qui demanderaient ces rendez-vous intermédiaires lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils en ressentent le besoin ou l'envie, les mettrait encore plus en posture d'acteurs de leur évaluation? Et puis deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas porter la question des inspecteurs dans un cadre plus global, en fait, d'une filière professionnelle tournée vers le management, le projet, la formation qui intégrerait, outre les inspecteurs, les directeurs, vous en avez parlé, mais aussi les conseillers pédagogiques et les maîtres formateurs que vous évoquez aussi dans votre rapport. Voilà pour mes 2 questions. Mesdames et messieurs, qui volontaire? Monsieur de Crozeille. Merci Madame la Présidente et merci au rapporteur pour ce travail. J'ai juste une observation et une question. Une observation, c'est en vous écoutant, je me disais que venant de l'Assemblée, ce travail sur les conditions d'épanouissement et de valorisation des talents ne manque pas de sel, dans la mesure où je considère que justement l'Assemblée est particulièrement peu capable de valoriser, d'épanouir les talents et les compétences individuelles, et elle est extrêmement scolaire dans son fonctionnement. Une observation au passage. La question, c'est, je voudrais insister sur la partie travaux collectifs. Il me semble que s'agissant de l'évaluation, on se heurte à une caractéristique très française, y compris dans la formation de fait du personnel enseignant, qui chacun a vécu une aventure individuelle dans la préparation de ses examens, concours et dans la sanction de ses savoir-faire. Et en général est très gêné et rechigne à noter par exemple un groupe de 4 élèves qui rend un travail commun en disant « mais comment je fais pour individualiser les notes ?» Et justement, je me dis qu'il serait bon de bousculer cet a priori en disant on cesse d'individualiser les notes et on note réellement le travail du groupe sans présumer de ce qu'ont été les efforts et les mérites de tel ou tel et sans évaluer et distinguer
un apport ponctuel qui peut, en apparence, reposer sur justement moins d'efforts et un apport plus régulier sur le long terme, etc. Et dans cet esprit-là, ma question, c'est est-ce qu'il ne serait pas bon d'envisager que les diplômes qui sanctionnent le savoir-faire des enseignants prévoient une note collective et que dès leur formation, les enseignants se mettent à être formés à travailler en équipe et à rendre des travaux collectifs. Madame Charrière. Je vais aller dans le même sens que notre collègue. Justement, bravo pour ce rapport, Madame la Présidente. Bravo pour la qualité de ce rapport et les propositions très intéressantes que vous y formulez, notamment sur l'évaluation du système à tous les niveaux. Mais effectivement, moi, je voudrais... Vous avez donc eu des propositions sur ce travail sur l'évaluation du système. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir aussi dans cette loi qui va nous arriver en janvier une partie sur la formation des enseignants. Et vous faites aussi beaucoup de propositions en ce sens, et notamment sur le contenu de la formation, et notamment par rapport à tout ce qui est l'évaluation, les formes d'évaluation des élèves, sur comment les enseignants se sentent investis de travailler sur les compétences psychosociales, sur effectivement la part qu'ils prennent dans le climat scolaire. Donc ma question, en fait, c'est est-ce que vous avez eu des échanges ou est-ce que du coup vous allez aussi travailler sur des propositions par rapport à la loi qui arrivera sur le contenu de formation des enseignants? Parce que je rejoins aussi le collègue, effectivement, dans un établissement scolaire, c'est un groupe et la culture enseignante n'est pas faite sur le travail collectif. Donc justement, comment, à travers le contenu de formation, mais peut-être aussi les épreuves des concours, on peut mettre en avant une épreuve collective sur résoudre un problème dans un établissement scolaire et comment on construit une dynamique de projet collectivement. Je vous remercie. Monsieur Menuel. Oui, merci. Très rapidement, j'aurais aussi salué le travail qui a été fait par nos collègues. Et parmi les éléments qui m'interrogent, j'ai été étonné quand même par l'évolution du bien-être ou du mal-être au collège entre la 6e et la 3e. Est-ce que la photographie que vous faites aujourd'hui est en évolution? Est-ce que vous avez les moyens de regarder si eh bien, cette évolution correspond à un certain nombre d'éléments? Est-ce que, par exemple, l'évolution du harcèlement à l'école ou de la violence à l'école peut entrer également dans ce chiffre qui est vraiment assez catastrophique? Et puis, concernant les conclusions que vous faites, moi, je suis tout à fait d'accord concernant l'évolution du SNESCO et également sur les directeurs d'école. Il y a une mission flash qui a été faite récemment qui va également dans le même sens que les conclusions que vous rapportez ce matin. Merci. Monsieur Attal. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur le rapporteur, merci pour cette présentation et ce rapport. Moi, je voulais savoir si dans le cadre de votre mission, vous aviez effectué un benchmark, même sommaire international, et si vous aviez, dans ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu expertiser, un modèle de pays qui aurait une approche particulièrement innovante ou intéressante de l'évaluation de son système éducatif. Je vous remercie. Peut-être quelques réponses et après peut-être d'autres questions. Par rapport, Anne, à ta demande sur les rendez-vous à la demande, on ne l'a pas effectivement explicitement avancé et on n'a pas décliné précisément comment on concevait l'accompagnement et des entretiens de professionnels, j'ai envie de dire plus que des entretiens de carrière. Je trouve que le terme entretien de carrière sous-tend quelque part aussi une promotion de carrière, alors qu'il nous semble que nous, quand bien même il faut en tenir compte, il y a aussi vraiment l'aspect d'accompagnement professionnel. Hein. Comment aussi ces rendez-vous sont un temps privilégié pour l'enseignant, pour s'approprier sa propre pratique professionnelle et aussi pouvoir élaborer des demandes comme de la formation, mais aussi justement comme cette évolution professionnelle qu'il souhaiterait avoir en tant qu'expert. Enfin voilà, c'est plus large simplement que de l'avancement. Donc là, on n'a pas précisément pointé les choses. Ce qu'on a dit, c'est que c'est sûr qu'au bout de 20 ans, 21 ans, a priori, il n'y a plus rien.
c'est pas prévu dans le PCR. Donc déjà là, on se dit quand même. Et après, effectivement, enfin, ça aussi, c'est à construire. Et nous, on est toujours pour la co-construction, hein, même dans le parcours de l'évaluation. Si les enseignants peuvent être associés, c'est toujours mieux. Se dire que, moi, je pense que oui, quand on a besoin. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ressources que ces seuls entretiens sollicités? Là, on verra tout à l'heure, en répondant, ou je peux peut-être le faire tout de suite, Gabriel parlait du benchmark. Est-ce qu'effectivement, on s'est inspiré, ou on a vu d'autres modèles? C'est vrai qu'on a été très interpellés, enfin, très positivement interpellés par ce qui se fait au Luxembourg. Ils ont eu cette approche très globale. Alors, c'est particulier parce que c'est petit. C'est petit, mais néanmoins, quand il y a des bonnes idées, même si c'est petit, on peut toujours s'en inspirer. Et ils ont cette approche, au départ, par exemple, des tests standardisés très contextualisés, toujours, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des facteurs qui vont intervenir dans la réussite des jeunes. Et en fait, ça a été porté par une équipe plutôt universitaire. Et en construisant, au fond, leur nouveau mode d'évaluation, ils ont été très interpellés par les enseignants, qui ont dit « Ok, vous avez pointé cette difficulté-là, mais nous, par rapport à ça, on a peu de réponses, on a besoin d'aide, il faut que vous nous aidiez. » Et du coup, petit à petit, ils ont étoffé une équipe ressources qui s'appuie sur justement l'université et des chercheurs, de façon à pouvoir apporter des réponses plus individualisées sur des cas particuliers. Et c'est pour ça que nous, dans nos propositions, ça ressort, ça, en disant il faut aussi une équipe ressources. Donc, par rapport à ce que Anne sollicitait sur d'autres entretiens, il nous semble qu'il peut y avoir aussi là des interlocuteurs en matière de ressources qui vont venir justement plus dans ce domaine d'accompagnement pédagogique. Voilà. Il y a différents exemples qui sont cités, donc pages 44, 46, aussi pages 54 et 55. Hormis ce que vient de dire Marie sur l'exemple du Luxembourg, qui n'est pas forcément reproductible partout, hein. Donc, comme toute comparaison internationale que nous faisons dans les rapports du comité d'évaluation et de contrôle. Mais enfin, l'état d'esprit et la philosophie de ce modèle a été pour nous inspirant. Je dirais aussi que le modèle nordique, hein, je fais large, hein, qui se base à la fois sur l'auto-évaluation, où nous sommes très en retard. En France, je crois qu'on est à 17% aujourd'hui de pratiques dans nos établissements. Dans certains pays, on est à 60-70% en voie de généralisation. Et la question d'avoir un double regard, auto-évaluation au sein de l'établissement et une évaluation externe avec des équipes mixtes, c'est aussi ce qui nous a, en termes de modèle nordique, un peu plus inspiré. Beaucoup plus que le modèle en Grande-Bretagne, qui a été mis en place ces dernières années, où ce qu'on appelle les tests à fort enjeu ont conduit à fermer des établissements parce qu'ils n'avaient pas les performances suffisantes. Donc on n'est pas du tout dans ce registre-là. On cite aussi les États-Unis, mais en Grande-Bretagne, il y a eu des effets pervers lourds qui ont été constatés sur les méthodes d'évaluation du système éducatif. Il y avait la